Alors, dans cette vidéo, on va parler des contextes qui sont une fonctionnalité de React et de React Native. Donc, les contextes, ça a pour but de t'éviter d'avoir à passer des props de composant en composant pour pouvoir y accéder, par exemple, très profondément dans ton arbre. Ok? Ça s'appelle le props drilling. Alors, je te donne un petit exemple. Nous, pour l'instant, on a toujours eu des apps plutôt petites, un arbre de composants plutôt petit. Donc là, je t'ai fait un arbre de composants plutôt simple. Il n'y a que 3 niveaux. Mais on peut avoir des applications évidemment beaucoup plus grosses, ok, comme ça par exemple. Et puis évidemment, même ça, c'est pas forcément très très gros. Sur des très très grosses applications, tu peux avoir un arbre super profond avec une grosse complexité de composants. Ok? Donc admettons voilà qu'on ait une application React comme ça, avec plein de composants, et puis que dans un des composants les plus profonds, tout en bas comme ça, on a besoin d'afficher un texte, ok, qui est basé sur une donnée. Par exemple ici, j'aime les pommes, ok, où pomme va être une donnée. Et puis, malheureusement, très loin, ailleurs dans l'arbre, mais aussi très profond, on a un autre composant, mais c'est celui-ci qui va être en charge de pouvoir modifier la donnée du fruit en question, donc de la pomme, ok, et qui a la capacité de modifier le fruit. D'accord? Alors là, c'est très embêtant parce que il faut que dès qu'on update le fruit, il faut que la donnée elle fasse tout le tour de l'arbre et qu'elle finisse par retomber dans la partie de gauche ici et pour pouvoir updater le fruit. Donc généralement, ce qu'on a fait jusqu'ici et ce qu'on fait relativement souvent, c'est qu'il va falloir stocker la donnée dans un endroit où elles vont pouvoir y avoir accès toutes les deux, donc les deux zones. Généralement, cet endroit-là, ça va être tout en haut de l'application, le premier point commun qu'elles ont, si on a pris cet exemple-là. Donc généralement, notre composant app.js, ok? Et généralement, ce qu'on va faire dans notre app.js, on va se créer un petit state où on va stocker le fruit et la fonction pour le modifier. Et puis ensuite, on va envoyer ce fruit de composant en composant jusqu'à ce qu'il arrive en bas pour qu'on puisse l'afficher via une props. Et puis on va aussi stocker une fonction qui va nous permettre de updater le fruit, par exemple. Et dedans, on va faire appel à la fonction setFruit, donc qui vient de notre useState. Et puis pareil, cette fonction-là, on va l'envoyer de composant en composant jusqu'à ce qu'elle arrive tout en bas. Et puis pour faire en sorte que ce composant-là puisse l'utiliser et donc modifier le fruit. Du coup, au moment où on va updater le fruit, ça va modifier le state et ça va retomber dans la partie de gauche. Alors tu te rends bien compte que là, forcément, ça fait un max de props. Et ça s'appelle du props dreaming. C'est le fait de passer vraiment plein de props juste pour en fait y avoir accès tout en bas. Ok. C'est un peu chiant et c'est pas super maintenable parce que par exemple, dès que tu veux changer par exemple, je sais pas, le nom de ta props ou tu veux changer le comportement, tu te retrouves à devoir le modifier partout sur la route, c'est un peu chiant. Et puis de toute façon, globalement, c'est quand même assez long de devoir passer une props comme ça de bout en bout. Du coup, les contextes sont là pour nous aider. En gros, les contextes, ça va nous permettre de déclarer un petit peu, si tu veux, d'une certaine façon, une variable pour qu'elle soit un petit peu globale à l'application et qu'on puisse la réutiliser un petit peu où on veut sans avoir besoin de se la passer en props. Ok? Euh, donc là, je te donne un petit exemple. En fait, donc un contexte, il va déjà falloir le créer. Donc là, je te montre pas tout de suite comment le créer, mais on va voir comment créer un contexte. Donc là, je t'ai mis un contexte. Et en fait, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir accéder aux données de ce fameux contexte où on veut dans l'application, il faut déjà dire quelle partie de l'application a le droit d'avoir accès à cette donnée. Là, typiquement, tu vois, on voit que toute l'application, elle s'est fait enrober du contexte. Donc, techniquement, en faisant ça, en enrobant toute ton application du contexte, techniquement, n'importe quel composant qui est à l'intérieur de ce contexte peut utiliser les données du contexte. Ok? Ça, c'est la première step. Il faut déjà donner accès aux données du contexte à tes composants. Généralement, les providers, on va les mettre très très souvent tout en haut de l'application, le plus haut possible, pour être sûr que tous les composants y ont accès. Et ensuite, il y a des composants qui vont vouloir, par exemple, utiliser une donnée de ce fameux contexte. Ok, tu verras qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un contexte. Et en fait, après, n'importe quel composant va pouvoir, grâce à un hook qui va être useContext, accéder aux données de ce fameux contexte. Et en fait, tu vas faire useContext, lui envoyer le contexte en question, et ça y est, tu auras accès aux données. Donc voilà, c'est grosso modo ça pour les contextes, hein. Tu vas déjà définir donc un contexte. Une fois que tu l'auras défini, tu pourras dire qui y a accès en venant enrober les composants à qui tu veux donner accès euh, avec le provider. Et ensuite, tu vas venir picorer la donnée du contexte en utilisant useContext. Ok?
Évidemment, tu peux avoir autant de contextes que tu veux dans ton application. Donc, je te donne un petit exemple. Par exemple, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir un autre contexte qui te donnerait par exemple accès bien au statut de l'utilisateur, savoir s'il est connecté ou s'il est déconnecté. Ok? Et donc, bah voilà, tu mettrais un provider et puis ensuite tu aurais un use context pour par exemple quelque part accéder au statut d'utilisateur et afficher que ton utilisateur est connecté. Puis tu pourrais rajouter un autre provider ensuite, un autre contexte qui te permet d'avoir accès par exemple au panier de ton application. Hein, on va dire que c'est une application de e-commerce. Eh bien, tu as besoin d'avoir accès au panier, aux données du panier à un certain endroit. Eh bien, tu peux refaire un use context à cet endroit-là en question et accéder aux données de ton panier. Et puis finalement, tu pourrais avoir encore un autre provider pour avoir les données de ton utilisateur, donc j'en sais rien, son âge, son prénom, les données vraiment de l'utilisateur. Et tu pourrais encore une fois refaire un use context à l'endroit que tu choisis, tant que tu es toujours en dessous du provider, c'est OK, tu peux y accéder à la donnée. OK? Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour les contextes et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour tester ça avec un vrai exemple. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt. Donc, dans la prochaine vidéo, on va utiliser la fonction reduce de ES6. Si tu sais déjà comment ça marche, tu peux passer cette vidéo. Donc, reduce, c'est une fonction qui ressemble un petit peu à map. C'est une fonction qui va s'appliquer sur les tableaux. Et un peu comme map, on va pouvoir faire un point, et là, ça va être reduce sur un tableau, et envoyer une fonction à notre reduce, comme on le faisait pour map. L'idée, c'est que contrairement au map, ça va pas nous retourner un tableau, mais ça va nous retourner un seul élément. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre fonction, là par exemple additionner les carrés, eh bien, elle va s'appliquer sur le premier élément et ensuite le modifier. Et tranquillement, au fur et à mesure de chaque itération, l'élément va se transformer et évoluer comme ça, avec la fonction qui va lui être réappliquée à chaque tour. Donc, pour te faire bien comprendre, donc c'est une boucle. Donc comme dans toutes les boucles, on va avoir accès à l'élément courant qui va évoluer à chaque tour. Et puis on va avoir l'accumulateur. Donc l'accumulateur, en fait, qui va être, si tu veux, notre élément, mais qui se fait transformer à chaque itération de la boucle. Ok, l'élément transformé. Donc là, par défaut, par exemple, il pourrait être égal à 0. Et en fait, ce qui va se passer au premier tour de la boucle, c'est qu'en fait, on pourra appeler notre fonction et on aura accès à l'accumulateur et au current item. Donc par exemple, on pourrait faire la somme entre les deux, donc 0 ou rien, et l'additionner avec le current item, ce qui va nous donner juste un carré bleu dans ce cas-là. Donc l'accumulateur va devenir l'élément transformé, donc ce fameux carré bleu. Ensuite, on va passer au tour de boucle suivant, le current item va devenir le carré rouge, et on va pouvoir réappeler notre fonction entre ce qu'on avait dans l'accumulateur d'avant et le current item. Du coup, on va se retrouver avec un nouvel accumulateur qui va être celui-là, etc. On va avancer comme ça jusqu'à arriver à la fin, et à la fin, on aura notre résultat final. Donc en termes de code, déjà, je vais donner un petit exemple. Typiquement, on pourrait avoir un tableau comme ça, et l'objectif, à la sortie, c'est d'avoir la somme du tableau, donc de faire la somme, et donc ça devrait nous donner un seul résultat, pas un tableau. Donc, pour faire ça, voilà comment on va faire. On va appeler .reduce sur notre tableau, et donc ça, on va passer une fonction. Cette fonction, comme je te l'explique, elle a accès à l'accumulateur et à l'élément courant, et on va pouvoir dire qu'on retourne, eh bien, l'accumulateur plus l'élément courant. Et en plus, en deuxième paramètre ici, on va dire de quelle valeur on part pour l'accumulateur. Donc si on le fait step by step, voilà ce que ça va donner. Par défaut, on a donné une valeur 0 à l'accumulateur, donc l'accumulateur va valoir 0 ici. Et le current item, bah, ça va être le premier élément de notre tableau, donc ça va être 1 ici. Du coup, on va avoir la somme entre les deux qui va être effectuée, ce qui va nous donner 1. Cette valeur va devenir l'accumulateur au prochain tour. C'est pour ça que maintenant l'accumulateur vaut 1. Et le current item a avancé, donc il vaut 2. Donc 1 plus 2, on aura 3. Et donc, l'accumulateur va maintenant valoir 3 quand on va arriver ici. 3, on additionne avec le current item qui est passé à l'élément suivant. On fait donc la somme, on se retrouve avec 13, on est arrivé au bout de la boucle. Du coup, on va stocker 13 dans une variable, si on veut ici. Et donc voilà comment on va stocker le résultat de notre reduce, qui vaudra 13 à la sortie. Et ce qui est cool, en plus, c'est que, un peu comme le map, eh ben, tu vas pouvoir externaliser le boulot, si tu as envie. Donc ta fonction ici, là, eh bien, tu peux la sortir, en faire une fonction, par exemple, sum, ok, donc qui vaut, en fait, là, ici, tu auras l'accumulateur, et ici, tu auras l'élément courant. Et puis, tu vas pouvoir l'envoyer en premier paramètre à ton reduce, tout en n'oubliant pas d'envoyer ton état initial pour ton accumulateur de départ. Et voilà, donc à quoi peut ressembler reduce et comment on peut l'utiliser. Voilà, j'espère que c'est clair. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va utiliser la fonction reduce de ES6. Si tu sais déjà comment ça marche, tu peux passer cette vidéo.
Donc reduce, c'est une fonction qui ressemble un petit peu à map, c'est une fonction qui va s'appliquer sur les tableaux. Et un peu comme map, on va pouvoir faire un point, et là ça va être reduce sur un tableau, et envoyer une fonction à notre reduce, comme on le faisait pour map. L'idée, c'est que contrairement au map, ça va pas nous retourner un tableau, mais ça va nous retourner un seul élément. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre fonction, là par exemple additionner les carrés, eh bien elle va s'appliquer sur le premier élément et ensuite le modifier, et tranquillement au fur et à mesure de chaque itération, l'élément va se transformer et évoluer comme ça, avec la fonction qui va lui être réappliquée à chaque tour. Donc, pour te faire bien comprendre, donc c'est une boucle. Donc comme dans toutes les boucles, on va avoir accès à l'élément courant qui va évoluer à chaque tour. Et puis on va avoir l'accumulateur. Donc l'accumulateur en fait qui va être, si tu veux, notre élément mais qui se fait transformer à chaque itération de la boucle. Ok, l'élément transformé. Donc là par défaut par exemple il pourrait être égal à 0. Et en fait ce qui va se passer au premier tour de la boucle, c'est qu'en fait on pourra appeler notre fonction et on aura accès à l'accumulateur et au current item. Donc par exemple, on pourrait faire la somme entre les deux, donc 0 ou rien, et l'additionner avec le current item, ce qui va nous donner juste un carré bleu dans ce cas-là. Donc l'accumulateur va devenir l'élément transformé, donc ce fameux carré bleu. Ensuite, on va passer au tour de boucle suivant, le current item va devenir le carré rouge, et on va pouvoir réappeler notre fonction entre ce qu'on avait dans l'accumulateur d'avant et le current item. Du coup, on va se retrouver avec un nouvel accumulateur qui va être celui-là, etc. On va avancer comme ça jusqu'à arriver à la fin, et à la fin, on aura notre résultat final. Donc en termes de code, déjà, je vais donner un petit exemple. Typiquement, on pourrait avoir un tableau comme ça, et l'objectif, à la sortie, c'est d'avoir la somme du tableau, donc de faire la somme, et donc ça devrait nous donner un seul résultat, pas un tableau. Donc, pour faire ça, voilà comment on va faire. On va appeler .reduce sur notre tableau, et donc ça, on va passer une fonction. Cette fonction, comme je te l'explique, elle a accès à l'accumulateur et à l'élément courant, et on va pouvoir dire qu'on retourne, eh bien, l'accumulateur plus l'élément courant. Et en plus, en deuxième paramètre ici, on va dire de quelle valeur on part pour l'accumulateur. Donc si on le fait step by step, voilà ce que ça va donner. Par défaut, on a donné une valeur 0 à l'accumulateur, donc l'accumulateur va valoir 0 ici. Et le current item, bah, ça va être le premier élément de notre tableau, donc ça va être 1 ici. Du coup, on va avoir la somme entre les deux qui va être effectuée, ce qui va nous donner 1. Cette valeur va devenir l'accumulateur au prochain tour. C'est pour ça que maintenant l'accumulateur vaut 1. Et le current item a avancé, donc il vaut 2. Donc 1 plus 2, on aura 3. Et donc l'accumulateur va maintenant valoir 3 quand on va arriver ici. 3, on additionne avec le current item qui est passé à l'élément suivant. On fait donc la somme, on se retrouve avec 13, on est arrivé au bout de la boucle. Du coup, on va stocker 13 dans une variable, si on veut ici. Et donc voilà comment on va stocker le résultat de notre reduce, qui vaudra 13 à la sortie. Et ce qui est cool, en plus, c'est que, un peu comme le map, eh ben, tu vas pouvoir externaliser le boulot, si tu as envie. Donc ta fonction ici, là, eh bien, tu peux la sortir, en faire une fonction, par exemple, sum, ok, donc qui vaut, en fait, là, ici, tu auras l'accumulateur, et ici, tu auras l'élément courant. Et puis, tu vas pouvoir l'envoyer en premier paramètre à ton reduce, tout en n'oubliant pas d'envoyer ton état initial pour ton accumulateur de départ. Et voilà, donc à quoi peut ressembler reduce et comment on peut l'utiliser. Voilà, j'espère que c'est clair. A très bientôt dans la prochaine vidéo.